Et du coup, par rapport, comment dire, à la prise de conscience qu'on qu'on aurait des comportements toxiques, ça passe donc par l'empathie. Et donc l'empathie, alors c'est les différentes choses. Ouais. Alors, l'empathie, on va y revenir dessus, il y a une différence entre sympathie, empathie cognitive, empathie acquise et compassion. Pour arriver à situer, je vais revenir dessus. La sympathie, c'est qu'on est en sympathie avec l'autre, on se met en lien avec l'autre, on est dans une forme de, comment je dirais, de contamination avec l'autre en fait. C'est-à-dire, on est dans une affection, on est dans du mimétisme, on est dans une sensibilisation à l'autre. Ça, c'est vraiment pour la partie sympathique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on comprend l'autre, mais on se met dans le même lien que l'autre. Voilà, ça, c'est vraiment la sympathie. On est dans une similitude de sentiments, partage de liens, de quelque chose à ce moment-là. L'empathie cognitive, c'est comprendre la perspective de l'autre en adoptant son point de vue, comprendre les pensées, les intentions de l'autre à travers notre filtre et notre expérience. Ce qui est important de comprendre dans l'empathie cognitive, c'est que ce n'est pas une empathie qui ressent purement un ressenti, c'est-à-dire qu'elle va ressentir d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire que comme j'ai accès intellectuellement aux émotions, je suis capable de comprendre l'émotion de l'autre. Mais comprendre ne veut pas dire le vivre à l'intérieur de soi et d'être touché. C'est je le comprends, on va dans une compréhension. Maintenant, dans l'empathie acquise, donc c'est une empathie qui est beaucoup plus profonde là du coup, donc c'est ressentir l'autre, saisir ses émotions en utilisant ses propres ressources pour comprendre ce qui se passe en dehors de soi. C'est-à-dire qu'on va comprendre par nos expériences de la vie, pas forcément que liées à nous-mêmes, liées à un ensemble de choses, on va pouvoir y mettre une hypothèse d'un ressenti de quelque chose. Voilà. Par contre, j'insiste dans cette empathie acquise, ça reste une empathie de base. Et après, on a une empathie qui est beaucoup plus mature, c'est l'acquise et la cognitive. C'est-à-dire que je comprends et en même temps, je ressens à travers les expériences de la vie et tout, je suis capable d'arriver à quelque chose qui apporte une intelligence émotionnelle beaucoup plus forte. Maintenant, dans l'empathie de base, donc l'empathie acquise, ce qu'il faut bien comprendre, que les gens doivent comprendre, c'est qu'on est dans l'effet miroir. Les neurones miroirs, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ça y est, quelque chose. Alors, les neurones miroirs, c'est la capacité de nos neurones, en fait, de pouvoir ressentir ce que l'autre ressent par mimétisme. C'est-à-dire que si l'autre fait une grimace, je vais faire une grimace, je vais la comprendre. Par contre, ce qu'il faut comprendre dans cette empathie-là, c'est que les gens vont souffrir. Donc, ils vont comprendre une souffrance, une tristesse, par exemple. Ils vont voir quelqu'un de triste en face. Tu sais, je comprends ta tristesse parce que moi-même, j'ai la mienne. Mais c'est pas la même. C'est une tristesse différente. Donc la personne, elle est en train de ressentir une tristesse qui rappelle la sienne, mais qui ne veut pas forcément dire que c'est la même. Mais c'est déjà une porte ouverte pour se comprendre. Mais voilà, donc du coup, une personne qui est dans l'empathie, ça peut être, j'appelle ça, c'est pas le bon mot, mais c'est quand même une empathie assez égoïste, c'est-à-dire que c'est une empathie où je comprends parce que je ressens une souffrance, l'autre souffre, alors je te ressens. Mais c'est je ressens uniquement parce que c'est mes filtres à moi. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Hein, voilà. Et ensuite, donc, dans l'empathie, pour différencier de la sympathie. Sympathie, c'est sensibilisation. L'empathie, on est plus sur de l'expérience. Et la compassion, on est sur l'action. C'est-à-dire qu'on concentre son action pour aider et mettre des moyens en œuvre pour accompagner la personne sur l'empathie qu'on ressent. Donc c'est beaucoup plus constructif la compassion, parce qu'elle enclenche une action sur quelque chose, que l'empathie, pas forcément. Si je comprends, en fait. Mais il y a différents, donc c'est pour ça que pour un thérapeute, c'est plus intéressant d'avoir l'empathie, bien évidemment, mais travailler la compassion aussi, puisqu'on accompagne. Donc ça serait une empathie complète. Voilà, donc c'est de l'action. Voilà, la compassion, c'est de l'action, l'empathie, c'est de l'expérience, et la sympathie, c'est de la sensibilisation. Donc, les trois ne sont pas à critiquer, tout est bon à prendre, j'ai envie de dire. Si on les a tous, c'est mieux. Pas au même niveau, évidemment, mais si on les a... voilà, et puis l'intelligence émotionnelle, ça se travaille aussi, heureusement. Simplement, maintenant, dans les personnes...
que j'appelle donc les personnalités narcissiques. Les pervers narcissiques vont faire que les pervers narcissiques sont dénués d'empathie acquise. Ils peuvent avoir une légère empathie cognitive, donc compréhension par l'intellect, pas de compassion du tout, et ils sont plus dans la sympathie. Par mimétisme, ils ont tellement appris à observer, ils ont tellement appris à enregistrer les éléments qu'ils savent que quand j'appuie là, ça fait ça. Donc si elle pleure, ok, elle pleure. Ah, donc je comprends que tu pleures, c'est facile de le dire finalement, si la personne elle pleure, je comprends. Et l'autre se dit, ah, elle me comprend parce que je pleure. Non. Donc il y a un moment où je pousse les gens à mieux discerner, c'est important. Parce que ça vous évite de tomber dans le panneau. C'est pour ça que c'est important de bien nuancer, d'apprendre dans votre vie tous les jours, de voir est-ce que la personne elle est sympathique, est-ce qu'elle a de l'empathie. Clairement, quelqu'un qui a de l'empathie, ça vous ne pouvez pas vous tromper, c'est facile à voir. C'est est-ce que la personne se soucie de votre état. C'est simple, vous pouvez voir dans votre entourage. Est-ce que la personne est autocentrée et elle revient à elle-même quand vous parlez de quelque chose? Ou est-ce que c'est une personne qui, dès qu'elle entend que ça ne va pas, elle est à votre écoute et elle essaie de chercher des solutions? Si elle fait ça, vous êtes dans une personne empathique. Si elle ne fait pas ça, vous êtes dans une personne qui potentiellement a de l'empathie cognitive, mais sans plus, ou au contraire n'en a pas. Donc déjà là, vous ne pouvez pas vous tromper. S'il n'y a pas ça, arrêtez. C'est que la personne ne s'allégrera pas plus. Voilà, il y a vraiment cet aspect-là. Et j'ai envie de donner après une petite astuce pour les manipulateurs aussi, pour vous aider à avoir un manipulateur ou pas. Il y a une astuce qui est sympa, c'est que le manipulateur, alors je parle du manipulateur, je ne parle pas des personnalités toxiques vraiment, hein, je parle vraiment du manipulateur qu'on peut trouver dans les coins de rue, boîte de nuit, tout ce que vous voulez. Ce manipulateur-là va savoir votre besoin. Le manipulateur, en fait, il va voir vos manques. Donc à un moment, admettons, vous avez le manque d'amour de vous-même, ou vous vous sentez seul en ce moment, et vous le dites à cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle entend? Elle a besoin de présence. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais lui apporter ce qu'elle a besoin. Mais je lui apporte ce qu'elle a besoin pour que moi, je puisse obtenir quelque chose d'elle. Donc je donne une petite friandise, en échange, tu me donnes ça. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Génial, je vais le faire. Mais il y a un moment où, pour piéger le manipulateur, c'est de lui faire croire que vous manquez de quelque chose, du style je manque d'argent dans ma vie, alors que c'est pas vrai, hein, c'est juste pour voilà, vous lancez ce petit truc là et vous voyez comment la personne elle réagit. Et si elle réagit en vous faisant rêver sur l'argent, en vous disant on va faire ci, on va faire ça, là vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un manipulateur parce qu'il va se servir de votre besoin. Donc c'est un bon moyen, si vous avez un doute si la personne est manipulatrice ou pas, elle va se servir de ça. Donc ça c'est voilà, c'est évident quoi. Donc pour en revenir aux dépendants affectifs, donc les critères en général c'est soumission, peur de la séparation, mais comme j'ai expliqué dans la peur de la séparation, c'est peur de la séparation du lien à l'autre, c'est-à-dire de défusionner, de se sentir seul, entier avec soi. C'est une angoisse pour ces personnes-là, elles ont besoin d'être un avec l'autre. Ensuite, on a le doute de soi, de ses opinions, de ses choix. Ce sont des personnes qui sont toujours en train de se remettre en question, qui doutent d'elles-mêmes. Elles ont l'impression... C'est normal, hein, si on réfléchit 2 secondes, c'est normal, vu que ce sont des personnes qui ont toujours été dépendantes de quelqu'un. Comment voulez-vous qu'elles fassent leur travail d'introspection et de réflexion? C'est des gens qui n'ont pas eu cette habitude-là, donc forcément, à un moment donné, elles n'ont pas développé ça. Donc du coup, je doute de ce que je pense. Normal. Elles n'ont pas travaillé ça. Ensuite, elles ont peur d'être avec elles-mêmes, bien évidemment. C'est un vide tellement important que c'est dur pour elles. Elles vont aliéner leurs besoins. Donc, du coup, les besoins des autres vont passer avant elles. Elles vont accepter l'inacceptable, voire le dégradant. C'est-à-dire que pour garder l'autre, je suis capable de, pour certains, se travestir, certains subir de la violence, certains être dans les abus sexuels, etc. Voilà, il va y avoir ça. De l'exploitation aussi. Sinon, c'est l'angoisse de la diffusion, comme je l'ai expliqué. L'hypersensibilité à la critique, en général, elles sont très sensibles à la critique parce que ça vient les remettre en cause sur elles-mêmes. Elles sont dans l'illusion d'un amour idéal, comme je l'ai expliqué. Elles instrumentalisent l'autre comme un objet parce qu'elles ont besoin de l'autre pour se sentir exister. Donc, elles ont besoin d'une substance à l'autre. Elles ont peur de confronter l'autre. Elles ne supportent pas les conflits parce que qui dit conflit dit coupure de lien. Ah non, non, non. Mais par contre, elles ne supportent pas les conflits. Mais à l'intérieur d'elle, le conflit est là. Et il y a un autre truc aussi qui est important en dépendant, c'est que les personnes qui donnent, quand elles donnent beaucoup, on a l'impression que c'est un don de soi. C'est pas toujours un don de soi, c'est un contrôle sur l'autre. C'est une façon pour elles, en donnant, de maintenir l'autre. Et si elles maintiennent l'autre, je me sens sécurisée. Il faut savoir que c'est des personnes en insécurité, ça c'est évident. Donc c'est pas forcément voilà, du don, et on le voit tout de suite, parce que si c'était vraiment du don,
croyez-moi que quand elles sont en colère ou autre, elles vont pas vous dire après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies, après tout ce que je donne, moi j'ai que ça. C'est pas du don. Après, le moment où l'autre commence à se justifier dans ce que je donne, fuyez. C'est pas un don. Un don, c'est qu'on donne quelque chose, on n'attend aucun retour. Or, une personne qui a une carence affective ou plusieurs et qui a un gros manque d'amour d'elle-même, désolée, mais elles ont des attentes. Elles ont énormément d'attentes. Donc forcément, si elles ont des attentes, elles vont donner. Mais quand elles donnent, ah, tu es égoïste, regarde moi tout ce que je donne pour toi, toi tu donnes rien pour moi. C'est ça qui se passe. Donc, je précise aussi de ne pas confondre avec la personnalité dépendante qui, elle, a besoin de plusieurs personnes pour vivre. Le dépendant affectif, c'est quand même focalisé sur une personne. Donc, voilà, donc c'est remédiable et tout. Et donc, dans ces femmes qui aiment trop, pour continuer dans la dépendance un peu plus loin, en général, elles vont avoir une famille perturbée, elles vont avoir un manque, évidemment, des carences dans l'enfance, voire du vide, de la détresse, de la solitude, de la négligence, bien sûr. Elles vont être terrifiées à l'idée d'être abandonnées. Donc n'importe qui, donc elle ferait n'importe quoi pour rester avec la personne, pour ne pas avoir à ressentir cette angoisse terrible pour elle. Rien n'est trop difficile ni trop cher pour donner cette aide, donc elles donneront 10 000 à la personne. N'ayant pas réussi à réparer, comme je disais, par rapport aux parents, donc elles sont attirées par ceux qui sont inaccessibles affectivement, ceux qui ne donnent pas ou qui donnent moins. Et le duo parfait, souvent, c'est le trouble d'attachement anxieux avec le trouble d'attachement évitant. Alors là, le summum, ben oui, c'est logique, puisque le trouble de l'évitant, c'est plus tu te rapproches de moi, plus je me barre, et plus tu t'en vas, plus je t'aime. Alors, c'est ça et ça. Donc, voilà, et c'est comme ça en permanence. C'est terrible. Et du coup, ça vient renforcer leur trouble de l'attachement. Donc, ces personnes-là, chacun doit trouver une personne sécurisante. Sinon, c'est vraiment le bazar. Ensuite, comme elles ont manqué, elles sont prêtes à donner beaucoup plus, elles sont dans l'attente, elles espèrent, elles s'investissent beaucoup plus, et puis elles s'investissent, moins on a envie d'abandonner, moins on a envie de perdre, puisqu'on a investi de l'énergie, donc forcément c'est plus difficile. Elles sont prêtes à prendre sur elles-mêmes énormément, à accepter énormément de choses qui sont inacceptables, comme j'ai dit, donc elles n'ont aucune limite avec elles-mêmes, puisque elles-mêmes n'existent presque pas. Elles ont besoin d'exercer un contrôle sur les relations pour avoir cette sécurité, comme je l'ai dit, et c'est déguisé sous la forme de serviabilité et de don. Elles ont une estime très basse, donc elles pensent qu'elles ne méritent pas d'être heureuses au plus profond d'elles. Elles vont rêvasser d'une relation idéale que plutôt de voir la réalité, donc tout va être à travers cet idéal. Elles vont rester à cette hauteur, parce que si elles commencent à aller dans la réalité, ça les renvoie à elles-mêmes et tous les travers. Et donc ça, c'est pas possible. Donc ce sont des gens qui mettent des œillères pour ne plus voir les choses en fait. Donc du coup, sont dans un rêve. Elles sont donc sensibles à la souffrance. Et donc évidemment, en général, les personnes dépendantes, vraiment, si elles sont à un niveau avancé, elles vont être aussi dépendantes au sucre, elles vont être dépendantes aux drogues, ça peut aller jusque-là, l'alcool, etc. Elles vont attirer aussi des gens à problème qui ont besoin d'aide. C'est une situation chaotique qu'elles connaissent pour éviter de s'occuper d'elles-mêmes. Donc c'est une façon de le faire avec elles-mêmes. Donc du coup, moi j'ai manqué, mais l'autre il a encore plus mal que moi. Je vais pouvoir apporter quelque chose. Donc il y a ça. Elles vont être dans des crises de dépression. Donc elles vont changer, c'est-à-dire qu'elles vont être parfois dans des crises de dépression, puis parfois dans l'euphorie. Quand il y a de l'instabilité, ça va les émoustiller d'une certaine façon parce qu'elles vont se sentir vivantes. Mais ça va vite redescendre. Elles ne sont pas attirées par les bons profils fiables et qui s'intéressent à elles. Pourquoi? Parce que c'est ennuyeux. Je n'ai pas connu ça dans mon monde émotionnel et dans mon monde familial. J'ai connu que du chaos et du conflit. Donc je suis habituée à ressentir cette décharge en permanence dans mon système nerveux. Donc si je ne ressens plus cette décharge, ça m'insécurise parce que c'est nouveau, je ne connais pas. Donc ces personnes, elles ont toujours besoin de cette décharge. Alors la plupart, si elles n'ont pas cette décharge, elles vont la créer. Ça va jusque-là, oui. Donc elles vont faire des crises pour ressentir cette décharge qui va les rassurer. Ah, quand je suis dans le conflit, je connais, je maîtrise. Voilà. Donc, important aussi à comprendre, ces personnes-là, c'est pas d'attirance, c'est pas de lutte ou de challenge. Donc, ce sont des personnes qui ont toujours besoin de se prouver quelque chose pour savoir si elles sont une bonne personne ou pas, quand elles ont une mauvaise estime. Donc, forcément, elles vont investir pour pouvoir montrer qu'elles existent à l'autre. Donc, c'est pas sur elles-mêmes. Voilà, et donc du coup, c'est toujours dans le challenge. S'il n'y a pas de combat, c'est pas possible en fait. Pour elles, l'amour est un combat pour certains. Pour d'autres, l'amour est anxieux.
Bref, on n'est même pas dans l'amour au sens noble du terme, on est dans un amour très conditionné. Et donc, comme elle connaît ça, pour elle, elle identifie ça de l'amour. Comprenez bien ça, c'est que on peut pas demander à des gens qui n'ont jamais connu l'amour de savoir qu'est-ce que c'est. C'est tout un apprentissage parce que ça doit passer par le filtre déjà de leur vécu pour bien comprendre qu'elles sont dans quelque chose qui a été abusif, toxique ou autre. Pour déjà avoir ce recul de prendre conscience, ça, c'est déjà un gros travail. Parce que pour elle, c'est normal, il y a une normalité derrière, comme je l'expliquais avec les abus, c'est normal, ça a transgressé, je suis née avec ça. Donc il va falloir commencer à voir son vécu, à le comprendre et à se dissocier de ce vécu grâce au travail des émotions aussi, pour se rendre compte qu'en fait, de se reconnecter à soi va justement renvoyer à tout la déconnexion qu'on a pu avoir avec soi-même, hein, donc avec son corps, avec ses ressentis, ses besoins, reconnecter à ça, pour commencer à se rendre compte que quand je reconnecte, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon. Mais le problème qui se pose aussi dans ces personnes-là, c'est qu'elles ont un système nerveux qui est suractif et qui va causer aussi des soucis. Donc on est aussi sur un problème de cet ordre-là. Et donc c'est pour ça que le système nerveux est tellement sursollicité que ce sont des gens qui sont très facilement épuisés aussi. Donc elles prennent, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est comme elles n'arrivent pas à exister par elles-mêmes, elles trouvent du plaisir à travers l'autre. Donc il est impossible pour elles de s'autosatisfaire, elles ne savent pas faire, parce qu'elles ne se connaissent pas, elles ne connaissent pas leur corps et leurs besoins, etc. Et elles se méfient même de leurs sensations parce que c'est inconnu pour elles. Donc ce qui est inconnu, je ne le contrôle pas, donc si je ne contrôle pas, ça ne va pas. Ouais, c'est ça le truc. Donc elles cherchent le contrôle, elles veulent une intimité avec une distance, sinon s'il y a une réelle intimité, alors elles peuvent sentir de l'étouffement, de la peur, elles vont fuir, s'affoler ou se sauver. C'est sauf qui peut. Non, et ce qu'elles veulent, c'est ce que je connais. Moi, ce que je connais, c'est quand l'autre, il m'aime, en fait, il est distant, il est froid, il ne parle pas. L'amour. L'amour fou. Donc, en fait, c'est pas l'amour fou du tout, là. Là c'est l'inverse. Non, voilà. Mais pour elle, c'est de l'amour. Et donc, ce qui est important aussi de comprendre dans ça, c'est ces personnes-là sont attirées par ce genre de personnes parce qu'il y a un mécanisme, entre autres du système nerveux qui se réveille à ce moment-là et des émotions qui viennent, qui les renvoient à quelque chose qu'elles connaissent. Et donc, si je rencontre, par exemple, cet homme ou cette femme et que je ressens de l'anxiété, cette anxiété que je ressens, je l'associe à de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'anxiété ou c'est la peur du rejet. Et pour elles, c'est de l'amour parce qu'elles ont connu ça. Mais c'est pas de l'amour en fait. Donc c'est là où il y a un travail aussi de comprendre qu'on n'est pas dans l'amour en fait. Donc il y a tout un travail d'illusion à diminuer, à enlever et à plonger dans la réalité quoi en fait. Vraiment quoi. C'est vraiment ça voilà, lié à la dépendance affective. Et oui, imagine comme ça dans une relation toxique, et du coup, enfin, souvent sous emprise, comment on peut arriver à déjà s'en sortir et puis soit comment se faire après, quoi, enfin, évacuer toute cette emprise pour simplifier et passer sur des nouvelles bases plus saines. Déjà, la première chose pour commencer, enfin, avant d'en sortir, c'est déjà d'en prendre conscience. C'est déjà de mettre des mots sur ce qui se passe, d'accueillir ce qui se passe sans se juger, de comprendre dans quel scénario on est. Déjà, pour commencer, pour pouvoir faire un travail sur soi ou de commencer à changer les choses, il faut déjà les reconnaître. Si on ne les reconnaît pas, si on ne reconnaît pas, on considère que c'est quelque chose qui reste extérieur à nous. C'est-à-dire qu'on laisse la chose à l'extérieur responsable de notre problème, alors qu'en fin de compte, si on accueille et qu'on commence à regarder les choses en face et qu'on commence à prendre la responsabilité de ce qui se passe, si on prend la responsabilité de ce qui se passe, c'est qu'on a la possibilité de changer, puisque c'est nous-mêmes acteurs du changement. Par contre, si on considère que c'est à cause de l'autre ou ce que j'ai vécu n'a rien à voir avec moi, il n'y a aucun travail possible de faire. Là-dessus, voilà. Donc évidemment, il y a un accompagnement thérapeutique, hein, il y a plusieurs choses, tout dépend après du niveau des relations toxiques des personnes, si c'est sur des choses affectives, entre guillemets, je dis banal, c'était pas banal, mais on va dire plus facilement remédiables, sur des personnes qui là ont été carrément détruites, là c'est un plus gros travail en fait, parce que c'est une destruction totale, donc ça demande un travail de reconstruction qui prend du temps. Et j'invite les gens à comprendre qu'un accompagnement thérapeutique, c'est pas j'ai la solution magique, j'ai la pilule magique et je vais aller le voir et que mes problèmes vont être résolus. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Là, on reste encore dans le déni, on n'est pas complètement responsable, on considère que c'est l'extérieur qui va pouvoir agir sur nous.
Que ce soit en négatif ou en positif, c'est exactement la même chose. Donc non, un accompagnement thérapeutique, c'est un soutien, c'est une aide, c'est une prise de conscience, c'est d'aider la personne à changer d'angle de vue pour pouvoir commencer à faire d'introspection, à se remettre en cause avec elle-même, pour pouvoir évoluer et aller vers les émotions, les traumas, le passé, le vécu, la compréhension de tout ce qui se passe, savoir se positionner de soi à soi. Certes, il y a eu la chose à l'extérieur, mais qu'est-ce que ça renvoie vers moi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'en sortir de moi à moi, en fait? C'est vraiment ça qui se passe. Donc, c'est de mettre de la lumière sur son vécu, reconnaître sa dépendance, donc c'est une dépendance, le mal-être, la mauvaise estime de soi, donc il y a ce travail-là. Reconnaître aussi la différence, bien évidemment, entre une connexion avec une personne réelle, donc l'amour, comme j'ai parlé, du manque d'amour et du vol d'énergie. Donc, il y a aussi à comprendre ce qui est malsain, de voir s'il y a eu des abus ou pas. C'est de repérer, d'apprendre à repérer et à comprendre les personnalités toxiques, dont les podcasts peuvent aider, mais en thérapie aussi. C'est de voir la part de soi qui est encore intoxiquée par tout ça. C'est de regarder ses émotions présentes. C'est de se reconnecter à son corps, à ses sensations. Travailler sur son système nerveux, sur ses angoisses, sur la biochimie du cerveau également. Donc là, il y a plein de choses qui est possible de faire. De repérer les croyances limitantes qui nous emmènent dans ce cercle vicieux aussi. Nos comportements qu'on a pu avoir. Les biais cognitifs qui en font partie aussi. Réaliser, donc comme j'expliquais, qu'on a le choix et l'autonomie de pouvoir faire des choses, d'apprendre à se connaître, de commencer à libérer le mental qui crée des peurs et qui est dans un ego et qui résiste et qui veut rester accroché à son passé. Donc c'est commencer à se détacher du vécu. Le vécu, c'est pas nous, ça fait partie de nous, mais c'est pas nous. Donc il y a ça. Travailler donc le discernement, la raison, apprendre à voir la réalité en face. Aimer ses peurs, ne plus s'opposer à ses peurs, hein, donc de commencer à les intégrer, à les accepter, d'avoir de la gratitude avec soi de là où on en est, apprendre à changer son état d'esprit, son environnement, s'observer, donc c'est aussi changer tout son quotidien, hein, comme je l'ai expliqué, une relation toxique, une emprise, les rencontres, voilà, si ça arrive régulièrement, il y a un vrai travail de fond à faire, c'est que la personne, à la fois elle a un travail avec ses comportements, son vécu, et sa façon de fonctionner à voir, la façon dont elle mange, la façon dont elle s'occupe d'elle-même, il y a tous ces aspects-là à voir aussi. Et c'est ça qui va faire qu'on va rentrer dans une toxicité ou pas, parce qu'il faut bien comprendre que la manipulation ou la toxicité, on y est attiré parce qu'on a une part intoxiquée qui est attirée. Mais si, à l'intérieur de nous, on se libère de tout ça et qu'on commence à être dans le rayonnement et non plus dans le pouvoir, là, on se suffit à soi-même, en fait. On a bien sûr besoin des autres pour les des humains, bien évidemment, mais ce n'est plus vital. C'est quelque chose où on est capable d'arriver à être bien avec soi. Et à partir du moment où on est bien avec soi et qu'on est aligné, cohérent, en paix sur tous les aspects de soi, c'est-à-dire mental, émotionnel, le corps, le vécu, on n'a plus besoin d'aller dans les relations. Ça ne nous intéresse même plus. Je veux dire, on ne vibre même plus à ça. À partir du moment où on vibre encore sur quelque chose de toxique, c'est qu'on a des choses toxiques à l'intérieur de nous encore. Mais quand je dis toxique, ça ne veut pas dire que vous ayez des traumas forcément. Ça peut être des comportements que vous avez où vous êtes dans le déni, vous n'en avez plus conscience. Ou par exemple, si vous êtes dans de la dépendance, que ce soit la cigarette, l'alcool ou autre, c'est quand même quelque chose de toxique. Vous avez une vibration, je suis désolée, mais qui est dans quelque chose qui est malsain. Puisque c'est quelque chose qui détruit votre être, qui ne met pas de la lumière, donc vous détruisez vous-même, donc forcément vous allez résonner encore avec ça. Donc c'est ça aussi, donc il y a tout ce travail-là, c'est pas juste je me libère des relations toxiques, comme ça on n'en parle plus, je serai bien avec moi-même, ça fait partie d'éliminer les choses toxiques de sa vie, donc encore faut-il le repérer, et c'est pas juste des personnes toxiques, c'est aussi soi avec soi, le vécu, l'environnement, l'alimentation, qu'est-ce que je m'apporte? Est-ce que je m'apporte des choses qui m'élèvent ou est-ce que je m'apporte des choses qui me rabaissent? Ça va déjà là. Et ensuite, après, le reste s'ajoute à ça. Ensuite, après, donc c'est apprendre, apprendre à aimer la situation douloureuse, hein, donc d'accepter d'être dans la vraie douleur de ce qui se passe, accepter, accueillir pour le porter ensuite, et ensuite on pourra le transformer ou le sublimer, selon les personnes. Et on apprend à se dissocier donc des blessures anciennes pour ne pas se définir avec cela. Donc on sort du rôle de victime parce qu'on a la capacité de pouvoir le changer, tout simplement. Donc ça c'est, donc voilà, ça c'est tout le cheminement
pour arriver à s'en libérer. Alors, pas que d'emprise, hein, d'être toxique avec soi-même, hein, ça va avec, hein, c'est le même travail aussi. Hein. Et donc, dans ce que je veux donc dire aussi, retenez bien à marquer sur votre frigo, j'ai envie de dire, ou vous le rappelez, c'est les commandements à l'intérieur de vous. C'est commencer à se dire ce que je veux, ce que je ne veux plus. Donc, c'est prendre le temps avant de s'engager en relation. Bien évidemment, on ne sait pas à qui on a affaire, on prend le temps de découvrir la personne avant de s'emballer, avant d'ouvrir son cœur, avant de faire confiance. Il faut apprendre à prendre le temps. Déjà ça. Et surtout, connaître le passé de la personne, parce qu'en général, les gens se dévoilent très subtilement, mais ils vous disent déjà des petites bribes de petites choses. Et ça devrait, comme des antennes, vous dire « Ah, je vous donne un exemple très concret. Homme ou femme, vous rencontrez quelqu'un, et là vous dites « Tiens, cette personne, potentiellement, elle est géniale. » Ok. Donc, je la fréquente. Et à un moment donné, j'apprends à découvrir son passé. Qu'est-ce qu'elle me sent dans son passé? C'est avec toi, je suis bien aujourd'hui. Tu sais, moi, avant, j'ai connu que des relations toxiques, ou j'ai connu des relations qui ne me convenaient pas. De toute façon, lui, il était méchant avec moi. Moi, j'en pouvais plus, donc je me suis barrée. Et donc, si on demande à la personne, qu'est-ce que tu as retenu de ça? Ben, c'était lui méchant, j'ai déjà rencontré un con. Voilà. Le problème de ce genre de discours, c'est qu'on voit bien que c'est la faute de l'autre. Moi, je ne suis pas responsable de ce passé. Du coup, j'ai juste le malheur de subir ce qui vient de se passer. Donc, du coup, je dédouane complètement de la situation. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tant que la personne, entre guillemets, est attirée par vous, j'ai envie de dire, tout va bien aller. Mais le jour où ça ne va pas bien aller, croyez-moi que la personne qu'elle a jugée et critiquée, ça va être votre tour. Ça va arriver. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est résolu. Voilà l'exemple où il faut faire attention au passé de la personne. Une personne qui a trompé, faites attention. Une personne qui a eu plusieurs relations, faites attention. Combien de temps ont duré les relations? Ah, ça a duré 6 mois, mais avec toi, je le vois, je me projette sur le long terme. C'est une personne qui ne sait pas ce que c'est que le long terme. Donc il y a un moment où il y a une cohérence à avoir. Donc il y a un travail de raisonnement. Les émotions, le cœur, c'est très bien. On peut avoir de l'amour autant qu'on veut, on peut en déborder. Mais il y a un moment donné, il faut comprendre que dans une relation, ça ne suffit pas. Il faut aussi connaître la personne. Il faut aussi savoir si on est compatible ou pas. Parce que souvent aussi, on n'en parle pas, mais je vais le dire là, c'est que dans les relations toxiques, le problème qui se pose aussi, c'est que parfois la relation devient toxique, alors que les personnes ne sont pas forcément toxiques, mais comme elles sont dans une incompréhension ou une incompatibilité d'être ensemble, ça devient toxique parce que personne ne se comprend en fait. Donc à un moment, il ne faut pas chercher à faire plus, il faut arrêter. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Mais on peut y arriver au nom de l'amour, on peut tout faire, on peut tout réussir. C'est une croyance. Non. Il y a un moment où l'amour, il est là pour donner de l'impulsion, de la puissance dans les choses et de l'énergie, mais il ne répare pas, il ne change pas le caractère de quelqu'un, il ne change pas le conditionnement, ni les croyances, ni les valeurs. Donc il y a aussi tous ces aspects-là à tenir en compte. Ensuite, on accepte que toute relation peut évoluer en bon ou en moins bon. Dans ce cas-là, ça va, puis ça va plus, je me retire. Maintenant, si une situation se reproduit, comment allez-vous réagir? Est-ce que vous allez réagir de la même manière ou pas? Est-ce que vous avez comment dire, compris en profondeur votre vécu pour dire ah là je suis en train de revivre une situation que je connais, non j'ai pas envie de revivre ça, je coupe court. Sauf que si la personne n'a pas bien assimilé, elle va retomber dans le scénario, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été comment dire intégré. Voilà, ça n'a pas été intégré. Compris ne veut pas dire être intégré. Donc à un moment où l'intégration n'est pas encore faite, et c'est pas grave, on continue de travailler sur soi en fait. Et surtout, ce qui est important, au jour d'aujourd'hui, si j'ai pas travaillé sur moi, jusqu'où je tolère les choses. Ma limite, elle est où? Et ça, il n'y a pas une limite définie pour tout le monde, chacun a sa limite. Est-ce que je tolère les insultes, les critiques négatives, les mensonges, le rabaissement, la tromperie? Jusqu'où je tolère ça? On ne peut pas porter un jugement sur la tromperie est propre à chacun. Mais est-ce que moi je tolère ça ou pas? Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Est-ce que j'accepte ça ou pas? Qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas? Où est-ce que je définis mon curseur? Et ce curseur-là, il ne doit pas bouger. C'est là. Ensuite, après, c'est apprendre à écouter son corps, son intuition, bien évidemment, parce que l'intuition, face à des personnes qui sont malsaines, entre guillemets, voire toxiques et pathologiques, tout ce qu'on veut, ça se sent. C'est-à-dire quand on a de l'intuition, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment on le sait? C'est qu'en général, les manipulateurs, les personnes narcissiques, on va se sentir mal à l'aise.
il y a un malaise qui se crée, on se sent comme si on était écrasé, on se sent diminué dans ce qu'on est. Là, il y a un problème. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on est fatigué, qu'on a travaillé, que en fait, c'est à nous de remettre en question. Si on sent du malaise, si on sent de la gêne, si on sent même, je dirais, une forme d'angoisse, d'oppression, d'étouffement, ça ne va pas. Ça veut dire que clairement, la personne, énergétiquement, n'est pas bonne avec nous. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? C'est que le problème, c'est que le mental, il va dire oui, mais moi, je ne vois pas en fait, la personne, elle a l'Europe, je ne comprends pas pourquoi elle est comme ça. Parce que ça ne se voit pas. L'intuition, c'est très subtil. Ce n'est pas quelque chose qui se voit. Ce n'est pas palpable, ce n'est pas vérifiable, comme on dirait 1 plus 1 égale 2. C'est très subtil et ça, il n'y a que le corps, l'intuition qui peut nous amener à ça. Et donc, du coup, ça ne sert à rien de vouloir modifier ça. Tôt ou tard, ça va vous rattraper. Vous ne le savez pas, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ce malaise était justifié parce que ça va sortir ou autre. Ensuite, par exemple, dans la personnalité narcissique, la différence de quelqu'un qui s'exprime, qui partage, comment je dirais, qui donne envie de transmettre, on se sent bien, on a l'impression d'être nourri avec l'autre. Alors qu'une personne qui est narcissique, qui est tournée autour de moi je sais faire, moi je fais mieux que les autres et je vous montre mon panel de tout ce que je fais, on se sent diminué face à l'autre. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est con. Alors qu'on n'est pas con en fait. C'est juste que la personne nous renvoie qu'en fait on est con et qu'elle elle sait mieux. On n'est pas dans quelque chose de ça là, pareil, ça sert à rien. Ça ne veut pas dire que j'ai un problème moi à me sentir con. C'est que la personne me met dans cette situation, donc ça ne sert à rien de dire c'est moi le problème, que j'ai une mauvaise estime parce que je me sens con. Non, c'est que la personne nous met dans quelque chose qui n'est pas bon. Et ensuite, dans les vampires émotionnels, c'est la même chose. Le vampire émotionnel, il va nous épuiser, nous fatiguer. On a l'impression d'être vidé énergétiquement. Tout d'un coup, c'est comme une charge de plomb là, qui arrive et on a l'impression qu'on n'arrive plus à faire les choses. Pareil, c'est pas à cause de la fatigue ou je ne sais quoi de la journée, c'est vraiment que la personne est en train de nous vampiriser. Alors elle ne nous vampirise pas comme je te prends de l'énergie comme ça, elle nous vampirise parce qu'elle nous oblige à nous suradapter, elle nous oblige à avoir de l'attention sur elle, et en plus c'est une attention qui est toujours négative et qui plombe. Donc à un moment donné, quand ça plombe, n'importe qui, au bout d'un moment, on ne peut plus en fait. Mais j'ai envie de dire vampire émotionnel, mais quand on regarde les infos, c'est pareil. À force, je fais le pari aux gens qui ne regardent pas les infos, qui se mettent à regarder les infos non-stop pendant une semaine, vous allez voir, c'est que vous allez avoir de l'énergie. On n'a plus d'énergie, et tout d'un coup on se sent dépressif. Vous avez dit avec quelque chose d'autre je voulais juste rajouter aussi, c'est ça qui est important aussi, c'est est-ce que malgré mes peurs et malgré mes envies, est-ce que je suis capable, malgré que je ressens des peurs ou des envies d'aller dans la situation, est-ce que je suis capable de dire non? Ça c'est important parce que c'est pas parce qu'on a des envies que c'est bon pour nous. Il faut savoir couper avec ça aussi. On ne devient pas sauveur ou psy de l'autre ou soignant infirmière, hein. On évite d'aller là-dedans, chacun sa part. C'est 50-50 dans le meilleur des cas, chacun apporte. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, bien évidemment. Plutôt je quitte la relation qui ne me convient pas, mieux c'est en fait. Voilà. Et pour terminer, je rajouterai juste un petit texte qui faudra peut-être réfléchir un petit peu. Les gens donc victimes de l'amour, c'est ton cœur brisé, on a long à raconter. Victime de l'amour, c'est un rôle facile qui me va comme un gant. Tu as reconnu le personnage, n'est-ce pas? Déchiré entre la souffrance et le désir, tu cherches en vain l'amour.